Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule Jukebox. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller rencontrer une personnalité médiatique. Vous l'avez sûrement déjà vu à maintes reprises durant l'émission de football de la RTBF La Tribune, car il est chroniqueur. Il est également chroniqueur durant les matchs des Diables Rouges. Stéphane Strecker est aussi réalisateur. Vous le verrez dans cette vidéo, il nous parlera de son dernier film Noces. Stéphane Strecker et son interview musicale, c'est tout de suite. Des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. J'ai eu la chance de faire mon mémoire de fin d'études sur Serge Gainsbourg. Alors pourquoi ce thème, Serge Gainsbourg? C'est très simple, quand j'étais étudiant, Serge Gainsbourg c'était un peu Dieu en fait. J'étais vraiment fan de base. Ça a commencé à l'adolescence. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'étais étudiant qu'il y avait deux possibilités. Soit de faire un mémoire de fin d'études qui va assez vite, qui ne prend pas trop de temps, pas trop d'énergie, ou alors de faire un truc qui me passionne vraiment. Et là, je me dis, ce qui me passionne vraiment, c'est de faire ça sur Serge Gainsbourg. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu le rencontrer. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer chez lui et tout. C'était vraiment une sorte de rêve qui se réalisait pour moi. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille. Et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Par parenthèse, j'ai encore, c'est pas très glorieux, j'ai encore 2 mégots de cigarettes à lui. C'est en fait, devant lui, j'ai demandé si je pouvais en prendre, et mon alibi, c'est que lui-même avait fait la même chose avec Humphrey Bogart. Il était grand fan de Humphrey Bogart. Grand fumeur devant l'éternel, et il avait demandé, voilà, après qu'Humphrey Bogart était parti de l'endroit où il était, Gainsbourg lui a piqué un mégot, et je connaissais cette anecdote. Et donc là, j'en ai pris 4, et il m'en reste 2, parce que j'en ai donné. C'est un super souvenir. Oui. Non, ce qui est surtout un super souvenir, c'est que c'était la grande chance de rencontrer quelqu'un dont je connaissais très très bien le travail, évidemment. Et donc le mémoire a existé à la fin de l'année quand je l'ai fait. J'ai un exemplaire dédicacé par Gainsbourg. Et alors ensuite il est mort. Et voilà. Et je ne le fais pas du tout dans le bon ordre parce que d'abord le mémoire de fin d'études est sorti. Il était édité. Et ensuite Serge Gainsbourg est mort. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous plaisait alors, c'est Serge Gainsbourg? Parce que forcément, ses qualités de producteur, mais il y avait aussi son côté. On dit que c'était quelqu'un parfois de controversé. On a souvent vu ces images dans les émissions de télé où il était hors de contrôle. Qu'est-ce qui vous plaisait, vous déplaisait chez lui? Ce qui me plaisait le plus, c'était ses œuvres. Je pense vraiment encore aujourd'hui que L'homme à tête de chou ou l'histoire de Melody Nelson, franchement, c'est 2 des meilleurs albums que je connaisse, franchement. En plus, je pense vraiment que ce sont ceux sur lesquels il a le plus travaillé. Et c'est pas innocent ce que je dis parce que c'est un détail, mais il avait arrêté de boire quand il les a écrits tous les 2. Et ça me laisse penser, c'est un peu cliché ce que je dis, mais je l'assume, qu'il aurait été encore plus fort s'il avait un peu moins bu. Ça me rappelle ce que Jimi Hendrix disait lui-même à son propos, parce que parfois Jimi Hendrix faisait des solos et disait... et il y avait un journaliste qui lui disait « Ah, c'est incroyable, et en plus vous l'avez fait sous influence ». Et c'est ça qui le rend extraordinaire. Et Jimi Hendrix lui a répondu pas du tout. S'il avait pas été sous influence, ça aurait été bien meilleur. Je le crois vraiment. Donc c'est surtout l'artiste qui m'intéresse. Alors bon, évidemment le personnage. Bon voilà, c'était Gainsbourg et Gainsbourg. C'était assez marrant parce que finalement il se permettait certaines choses que personne d'autre ne se permettait. À la fin, il y avait des trucs qui étaient un peu limites. Aller traiter, je sais pas, Catherine Ringer d'Erita Mitsuko de salope et tout parce qu'elle a fait des films porno. Vous êtes une pute, c'est tout. Non, parce que c'est pas la même chose. Putain. C'est pas le même métier, non. Oh, écoutez, vous êtes fait C'est pas le baiser même métier. Baiser par la caméra. Mais non, parce que c'est pas des clients que j'avais, moi. C'était des. Mais non, vous êtes dégueulasse. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas une seule seconde. Après, on dit souvent qu'on juge pas l'homme, on juge l'artiste. Oui, puis même, c'est pas une question de jugement, c'est que je dirais c'est plutôt l'artiste que j'aime. Et l'homme, je le connaissais pas très très bien. Il était très gentil. Et une chose qui était étonnante, c'est une période où le téléphone portable n'existait pas. Et donc, une chose bizarre, c'est que quand je l'appelais à la maison, c'est toujours lui qui répondait. C'est ça qui m'étonnait. C'était pas son il avait un majordome philippin qui s'appelait Fulbert, mais il répondait jamais au téléphone. C'était vraiment où ça répondait pas, ou c'était lui.
Et quand c'était lui, il me disait toujours très gentiment, écoutez, rappelez-moi telle heure. Tac, il raccrochait, c'est un peu... Mais quand je rappelais, non seulement il était là, mais il s'en souvenait. Donc il y avait vraiment... il était quand même, je trouve, très précis, très exigeant. C'est pas le bordel, c'était pas n'importe quoi. En fait, c'est marrant parce que je devrais vraiment l'entendre parce que c'est le signal qu'on doit être prêt. Et donc forcément, c'est pour parler un peu de ce qui m'a permis de vous découvrir, c'est votre statut de chroniqueur au sein de l'émission sportive de la RTBF. Alors, ce qui est intéressant avec vous, Stéphane Streicher, et ne le prenez pas mal quand je vais vous dire ça, c'est que quand vous êtes là-bas à la RTBF, dans cette émission, ou même quand vous êtes consultant pour les Diables Rouges, vous avez cette faculté de tenir un discours qui est original, qui sort un peu du cadre, on va dire, du discours, on va dire, typiquement sportif. C'est-à-dire que vous avez une certaine philosophie que vous défendez fermement, qui est assez intéressante. Et donc, en fait, je vous dis clairement, moi, quand je vous entends, j'ai envie de me poser dans mon canapé, de mettre une bonne couverture, de boire une bonne bière et de manger une tarte aux pommes. Mais je vous jure que c'est véridique. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai toujours adoré aussi, c'est, au lieu de parler du football très direct, comme les autres chroniqueurs dans votre émission le font, vous avez ce côté un peu plus... l'analyse au-dessus du sportif, il y a aussi le côté un peu humain qui ressort. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse chez vous, votre avis là-dessus. C'est très gentil de dire tout ce que vous avez dit, ça me touche beaucoup. En fait, je n'ai absolument pas cherché à être original, absolument pas du tout. Et j'ai beaucoup de chance, c'est qu'en fait, les personnes qui sont responsables de ma présence à la tribune, pour faire court, Michel Lecomte, Benjamin et Rodrigo, parce que je crois vraiment que c'est Michel qui décide, mais je pense que c'était vraiment une volonté des trois. Tous les trois me tiennent finalement le même discours. Ils me disent « sois toi-même » et c'est très bien. Ça m'a marqué très fort d'ailleurs. Il n'y a pas eu de jouer un rôle. Pas du tout. Alors, pas du tout. De toute façon, je pense que si j'avais joué un rôle, j'aurais explosé à un moment donné. Parce que... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont entendu ailleurs, puisqu'en fait, j'ai eu la chance de commencer à parler de foot d'abord à la radio, dans l'émission de Stéphane Pauwels, puis à la télévision au moment de la Coupe du Monde. Et je pense je sais qu'ils m'ont entendu et vu là, et c'est parce qu'ils m'ont entendu et vu là qu'ils ont souhaité ma présence. Mais ils ne m'ont jamais demandé de tenir un rôle, ils ne m'ont jamais demandé de dire tiens, tu dis ça, tu as tel statut. Pas du tout. Le football d'aujourd'hui, c'est quand même surprenant parce que on a le sentiment, et c'est mon sentiment aussi, parce que je suis fan de football, et parfois je suis agacé. Alors je vous donne un exemple, au moment où ça, à mon avis, j'ai perturbé quelqu'un là-dessus. Mais je vous donne un exemple. Coupe du Monde 2010, Uruguay-Ghana. Le Ghana est en passe de réaliser un exploit pour passer en demi-finale. Le pénalty raté, mais grâce à qui? Grâce à Suarez qui dévie. Alors évidemment, je vais dans les grandes lignes, mais Suarez dévie la balle de manière anti-sportive de la main. Le Ghana perd, l'Uruguay passe en demi-finale, et qu'est-ce que j'entends autour de moi, et même dans les analyses en France, etc. Coup de génie à la Maradona. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois c'est quand même le football, ok c'est le sport le plus populaire, mais que parfois par rapport à d'autres sports comme le rugby, on sent quand même que le côté sportif, vraiment sportif, est un peu mis de côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le football est injuste. Je pense que c'est un sport extrêmement injuste. La vie est injuste et le football l'est largement autant que la vie, si pas plus. Je m'explique. En tennis, il est quand même très rare, ça arrive, mais qu'à cause d'une irrégularité ou d'une erreur d'interprétation de l'arbitre, le résultat d'un match soit vraiment infléchi. Ça arrive, c'est une exception. En foot, mais ça arrive tout le temps. Vous savez, il n'y a pas un week-end où une erreur d'interprétation de l'arbitre a eu des conséquences. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Si on n'est pas capable d'accepter ça, je pense qu'il faut plutôt s'adresser à un autre sport. Spécifiquement, pour ça je m'en souviens maintenant très bien, à la 120e minute, effectivement, il y a cet arrêt de la main de Suarez. Gian, qui était en plus le meilleur sur le terrain, c'est incroyable, il fait un match mais canon, et il tire sur la barre. Bon, c'était évidemment épouvantable. Moralement, c'est juste affreux, mais c'est le règlement et c'est comme ça. Et je vais Ce règlement, on ne peut pas le changer quelque part? Moi je pense qu'il faut le changer. Le problème c'est que le règlement est complètement con. Le règlement du foot est invraisemblablement idiot. Enfin, je veux dire, le fait que le but de Lampard n'était pas validé parce que on est allé s'adresser au seul être humain qui a mal vu. Il faut quand même se rendre compte qu'au moment où Lampard marque contre l'Allemagne, il y a, je ne sais pas, admettons, c'est plus ou moins ça,
600 millions de gens qui regardent la télévision. Voilà. Mettons que ce soit 600 millions, c'est peut-être 1 milliard, mais prenons ces 600 millions. Et on peut dire qu'en tout sur la planète, il y a 600 millions de gens qui ont bien vu et 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui ont mal vu. Et on va demander leur avis à celui qui n'a pas bien vu. Et en plus, ça va être une catastrophe pour lui, le pauvre, parce qu'encore aujourd'hui, je suis sûr que les gens font une allusion à cette mauvaise décision. Et donc, c'est parce que le règlement est absurde. Le règlement était con parce qu'il y avait moyen d'utiliser la goal line technology. C'était très facile à faire, et même encore mieux, d'utiliser la vidéo, mais uniquement pour les phases indiscutables. C'est-à-dire, donc voilà. Mais pour répondre à votre question, c'est comme ça, je n'ai jamais pensé ni que le foot était juste, ni que la vie était juste. En fait, ce qui ne va pas, et qui est malheureusement choquant, et je trouve que c'est un peu plus choquant en Belgique, les coachs en fait en Belgique nous font croire que ce qu'ils veulent, c'est des meilleurs arbitres. Et moi personnellement, je suis persuadé qu'ils ne sont pas sincères en disant ça. Ce qu'ils veulent, c'est des arbitres qui vont les avantager plus que l'adversaire, et c'est dans ce but-là qu'ils leur mettent une pression pas possible, qu'ils hurlent à l'apoplexie. L'idée, c'est quoi? Ils disent la Libye est très simple. Ils disent oui, mais c'est injuste, je ne supporte pas l'injustice. Ben, non, c'est pas vrai. Parce que quand l'injustice est à leur bénéfice, ils la supportent très bien. Et là, le discours est tout trouvé, c'est ah oui, mais bon, pour une fois, ça peut bien nous arriver, parce qu'il y a 3 semaines, à Westerlo, c'était l'inverse. Bon, le truc, c'est que je n'aime pas ce discours, c'est trop facile, je trouve. Et c'est trop facile d'utiliser l'argument de l'injustice quand c'est à son désavantage et de ne jamais en parler quand c'est à son avantage. Les Diables Rouges, la déception de 2016, qu'en 2018, est-ce qu'on va être à nouveau déçus? Bon, j'espère que non. La plus grosse déception en 2016, je trouve, c'est que non seulement on est éliminé en quart de finale par le Pays de Galles, mais on est éliminé méritoirement en quart de finale par le Pays de Galles. C'est ça qui est le plus dur en plus. Ah oui, ça j'ai trouvé ça infernal, quoi. Je veux bien encore accepter d'être éliminé par une équipe moins forte que nous, parce que les dieux étaient contre nous. Mais alors là, je veux dire, se prendre un 3-1... Et il n'y a rien à dire du tout, alors qu'on a ouvert la marque et tout, là, vraiment, c'était une énorme désillusion. Mais le gros problème, je trouve, c'est que l'équipe nationale belge, pour l'instant, soyons clairs, n'est toujours pas parvenue à jouer au niveau digne de ses individualités. Et donc, je ne sais pas exactement où se trouve la responsabilité, mais en tous les cas, on ne peut faire que le constater. C'est que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de match à quelque niveau que ce soit, hein. Je veux dire, vraiment, même en qualification. Alors c'est peut-être lié aussi au fait qu'en qualification, on ne joue pas contre des adversaires extrêmement forts. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, le grand match, la grande équipe que l'on devrait avoir, on ne l'a pas encore vu, alors que les individualités sont là. En tant que réalisateur, à partir du moment où j'ai choisi que c'était la seule musique du film, vous allez voir qu'au moment où je l'ai choisi, j'ignorais que ça allait être la seule musique du film. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il n'y aurait pas, je vais utiliser un grand mot, de musique extradiégétique. La musique extradiégétique, c'est la musique que les personnages du film n'entendent pas et que le spectateur entend. C'est ça la musique extradiégétique. Il n'y en a pas dans Nos. Il y a cette musique-là, mais qui est dans une boîte de nuit, et que donc les personnages entendent bien entendu. Il se fait que cette musique déborde un petit peu, et donc elle devient un peu extradiégétique, puisqu'en fait elle continue dans une autre scène, alors qu'en fait elle est censée n'être que dans la boîte de nuit. Mais c'est un morceau que j'adore, je le trouve très 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 juste, et il a une forme, vous avez dit, de mélancolie, je trouve ça très bien que vous ayez dit ça, et aussi de légèreté qui me plaît énormément. Alors que le sujet de Nos qui est un sujet grave, un sujet difficile, mais traité avec légèreté et je trouve avec une actrice très solaire. Et ça fait quelqu'un m'a dit c'est une tragédie solaire. J'ai trouvé ça magnifique. Ça venait pas de moi. C'est un critique de cinéma français qui m'a dit ça quand il m'a interviewé. Et je trouve qu'il y a à la fois de la gravité et de la légèreté, ce qui peut sembler paradoxal d'ailleurs, dans ce morceau. Et ça m'a énormément plu. Elle ne veut pas se marier avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Tu seras toujours là pour moi. Alors forcément, vous l'avez amené, c'est pour aussi parler donc de votre
film Noces. Vous aviez dit que vous compariez ça à Antigone, version 2017. Alors, pouvez-vous nous expliquer justement pourquoi cette comparaison? Oui, effectivement, je trouve que le personnage de Zahira dans Noces est une sorte d'Antigone des temps modernes. Pour une raison très simple, c'est qu'Antigone, c'est vraiment celle qui a dit non. Et Zahira dit aussi non. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une grande héroïne. C'est une histoire extraordinaire qui en dit énormément sur aujourd'hui. C'est, comme je disais, une tragédie grecque de 2017. Et je trouve que le personnage de Zahira, qui est donc un personnage fictif, mais quand même inspiré d'une histoire vraie, c'est une très grande héroïne. C'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'admiration. Et j'ajoute en plus que je trouve que à partir du moment où il y avait des liens aussi forts entre tous les membres de la famille, tel que c'est présenté dans le film, c'était beaucoup plus intéressant à faire, parce que l'amour, c'est vraiment le sentiment le plus puissant qui existe, et en de rares circonstances, il semblerait donc qu'il y ait d'autres forces encore plus importantes qui peuvent agir, et ça je trouvais que c'était vraiment une situation à raconter aujourd'hui avec les moyens du cinéma, et c'était pour ça que je voulais vraiment faire le film. Oh, c'est gentil là. Merci beaucoup. Mais c'est marrant parce que j'ai envie de rajouter une question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens qui auraient vécu de près ou de loin des situations? Qu'est-ce qu'ils en pensent de votre film? C'est un truc de fou là, ça a été ma plus grande émotion. Je l'ai vraiment connue systématiquement dans les pays musulmans. En fait, la plus grosse projection de Noces, c'était au Festival de Marrakech. C'est une salle de 1600 personnes. C'était rempli à ras bord. J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Et on a vu plein de femmes en larmes physiquement qui venaient nous embrasser. C'est le plus incroyable, c'est pour Lina, l'actrice principale, parce que là, vraiment tout le monde voulait faire le selfie avec elle. Le service d'ordre était débordé. Elle a fait une crise de panique. Enfin, c'était vraiment incroyable. Tant les gens étaient... Et alors, il y a eu une projection aussi au festival, 2 projections au festival d'Istanbul, qui est un autre pays musulman. Et moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit... des jeunes filles qui m'ont dit c'est mon histoire. Alors, pas jusqu'au bout, parce que pour des raisons évidentes, parce qu'il y a des destinées heureusement moins tragiques, mais ça, c'est ce qui m'a le plus touché, évidemment. C'est que moi-même, je suis... Enfin, je ne suis pas une jeune fille pakistanaise, par exemple, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, c'est que je crois que le film a réussi à capter quelque chose de juste par rapport à ça.